Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Westinghouse Air Brake Technology Corporation, encore appelé Wabtec. Wabtec pour W-A-B-T, enfin A-B-T-E-C. OK? Donc, c'est une compagnie ici qui exerce ici dans le secteur le secteur des chemins de fer. Donc, ce n'est pas une compagnie de chemin de fer, c'est à peu près un équipementier mécanique précisément, d'accord? Donc ici, vous allez voir, par exemple, vous allez voir ici que sur la newsletter, vous avez reçu une note d'analyse ici de la compagnie. Donc, Westinghouse, ici, son nom, c'est Wabtec, fournit des équipements et des services au secteur ferroviaire mondial. Les produits comprennent des freins, des compresseurs d'air, des systèmes de refroidissement, des ensembles de portes. La division fret, 65% du chiffre d'affaires en 2021, fabrique et entretient les composants utilisés dans les trains de marchandises. La division transit, 33%, fabrique des produits pour les véhicules de transport de passagers, par exemple les métros et les bus, ok? Donc, on est non seulement sur le secteur ferroviaire, mais également on est au niveau, voilà, on va appeler ça comment? On va dire ça, transport en commun, on va le dire comme ça, avec les métros et le bus. Donc, on est assez diversifié ici et c'est une entreprise mondialement connue. Et vous allez voir ici que c'est une entreprise extraordinaire du point de vue chiffres. Ok, vous allez voir ici que au niveau des chiffres ici, on a quelque chose d'intéressant. Maintenant, est-ce que c'est une opportunité d'investissement? Point d'interrogation. Et pour savoir à peu près qu'est-ce qui s'est passé sur le dernier trimestre ici? Quelles sont les prévisions à court terme, moyen terme ici? Et voilà, vous pouvez toujours aller sur la watchlist ici. Enfin, pas la watchlist, mais vous pouvez toujours aller regarder la description de la vidéo ici pour télécharger à peu près ce document-ci, d'accord? Pour vous inscrire à la watchlist, à la newsletter, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi je parle de watchlist. Sans doute, c'est parce que cette entreprise-ci mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Et franchement, c'est une entreprise que j'attends patiemment à un prix intéressant. Oh, j'ai cassé la vidéo, c'est pas bien grave. Tout simplement parce que c'est une compagnie ici, on a fait ici la note d'analyse, elle est là, d'accord? Donc c'est une entreprise, l'information a déjà été donnée ici dans la note d'analyse ici, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller regarder l'entreprise sur le plan quantitatif parce que si c'est une entreprise intéressante, qualitativement parlant, elle vaut combien? C'est la question qu'on se pose, ok? Donc, lisez la note d'analyse ici. Revenez à la vidéo ou bien regardez la vidéo, lisez la note d'analyse. De toutes les façons, pour trouver la note d'analyse, vous allez en description de la vidéo. Donc, il faut préciser une chose. Cette compagnie-ci gagne énormément d'argent quand le processus de dépense en capital est enclenché dans dans l'industrie ferroviaire ici et dans l'industrie du transport de passagers ici, donc notamment avec les bus, les métros, etc. D'accord? Donc, quand ils sont en phase de dépense en capital, en phase de croissance ici, elles gagnent beaucoup d'argent. Mais également, ce que moi j'aime ici, c'est que quand elle installe un de ses produits dans un wagon ou quelque chose comme ça, il y a la maintenance qui suit derrière. Donc, plus elle a de matériel installé dans les différentes compagnies dans le monde, d'accord, plus elle a tendance à gagner de l'argent au niveau de l'aftermarket, donc au niveau du service après-vente. Très intéressant ici, c'est un modèle qui me plaît bien. C'est un modèle qui m'a plu sur la compagnie qu'on appelle National Oilway Varco, qui exerce dans le secteur ici c'est une compagnie industrielle, mais spécialisée dans le secteur ici du pétrole, du pétrole et du gaz, d'accord? Donc, je pense qu'on en a souvent parlé ici, même si on n'a pas encore fait la vidéo concernant cette compagnie ici. Donc, je vais aller directement dans les chiffres. D'accord? Parce que je ne veux pas que la vidéo mette plus de 20 minutes. Et si je lis le document en question ici, on va aller plus loin que ça. Donc, on va aller directement dans les chiffres ici. Wabtec, on va regarder ici. Premièrement, on regarde le revenu de la compagnie. Est-ce qu'on a des revenus stables ou croissants? On a une croissance des revenus ici. Très bien. Maintenant, votre rôle est de savoir que la croissance ici, elle est liée à quoi? Acquisition, manière organique. On voit ici que c'est un mix de deux. D'accord? Acquisition et de manière organique. D'accord? On voit ici que le revenu ici est croissant. On a à peu près 8 milliards 130 millions ici. Les analystes attendent à peu près combien? OK? Donc, on va voir ici Wabtec. C'est WAB, le ticker symbole. Westinghouse sur le NICE. Donc, on regarde ça ici. Les analystes s'attendent à avoir des revenus de combien? Sur cette compagnie-ci, on clique sur revenus. On observe combien. Ça reste à titre d'information uniquement. On attend à peu près 22 milliards en décembre 2022, 8 milliards 270 millions en décembre 2022, avec 8 milliards 710 millions en décembre 2023. Donc ici, on s'attend à peu près que l'environnement reste à peu près normal. Mais attention, ça peut changer très, très, très vite ici. Et selon la note d'analyse que j'ai fait ici, je vous ai dit que pour le moment, économiquement parlant, je pense qu'on est un peu limite, d'accord? Il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on n'investit pas. Ça veut juste dire que
il faut demander une décote par rapport au risque à court terme qu'on choisit prendre ici, ou bien choisit assumer ici. Donc ici, je prends 8 milliards 270 millions sur les 12 derniers mois ici. Qu'est-ce qu'on observe? On a 8 milliards 130 millions. Donc je mets 8 milliards 270 millions ici. 8 milliards, point 270, d'accord? D'habitude, je peux par exemple pour les prévisions de 2023 ici, mais on va garder 8 milliards 270 millions. On va le laisser comme ça. Croissance de revenus ici. Voilà, juste pour un article d'information, sur les 10 dernières années, nous avons une croissance ici de combien? Sur les 10 dernières années, 14%, magnifique. Sur les 5 dernières années, 21%, magnifique. Sur les 3 dernières années, 21%, magnifique. Sur les 2 dernières années, à peu près, voilà, moins 2,33% ici. Donc, sur les 3 dernières années, on a une croissance très, très élevée. Et on sait à peu près qu'on a la pandémie étant passée par là, on a peut-être eu un ralentissement. Donc, c'est peut-être temporaire. Donc, ici, dites-vous également que c'est par acquisition. Donc, actuellement, il y a de fortes chances qu'on puisse avoir une croissance plus élevée dans le futur. OK? Mais pour le moment, on va se limiter là. D'accord? On va se dire que la croissance est au moins supérieure à 5%. OK? Maintenant, il faut lire quelle est la stratégie du management, etc. pour savoir à peu près quel est le niveau de croissance qu'on pourra prendre ici. Quelle est la taille du marché, les concurrents, blablabla et blablabla. OK? Donc, maintenant, on regarde ici le free cash flow moyen ici. Donc, le free cash flow et les net income vont être comparés ici, juste pour essayer de voir est-ce qu'on raconte à peu près la même histoire. Donc, pour la même histoire, on met ça, on ferme ça, on met ça, on ferme ça, on met sur le même graphique ici. Ouais, on se rend compte que les net income, les free cash flow ont tendance à raconter une histoire, voilà, une meilleure histoire que les net income ici. Ce qui n'est pas étonnant, de toute façon, ça caracole toujours tous ensemble. Les deux caracolent généralement ici, mais depuis 2019, on a quelque chose d'à peu près très, très différent ici. Peut-être qu'on déprécie énormément ici en capital puisqu'on en a besoin, parce que l'entreprise a fait une acquisition entre-temps ici. Je pense qu'elle a fait une acquisition aux alentours de 2019. Oui, voilà, tout. C'est pas un hasard, c'est toujours... Ouais, exactement. Donc, je vais regarder ici en termes de marge de free cash flow. D'accord? On s'attend à peu près à voir combien ici en termes de free cash flow. Ici, net income, voilà, on valide l'information ici, revenu, voilà. Donc, en moyenne, ici, le net income, free cash flow, on est aux alentours de 10-11% par là. OK. Donc, je vais regarder ici qu'est-ce que le marché a produit depuis, d'accord, en termes de net income ici. Tout en sachant que les free cash flow ont tendance à être plus élevés sur les derniers mois ici. Donc, margin. Alors, net income margin ici, je mets sur les 12 derniers mois ici, je regarde ça, je prends ça, je dézoome et je viens sur médiane. Sur les 20 dernières années, 8%, 10 dernières années, à peu près 8,8% également, 5 dernières années, 5,86%, 3 dernières années, 5,85%. OK. Est-ce que ça veut dire qu'on est à 5%? Non, pas du tout. Donc, quand on regarde ici, on se rend compte que les net income sont plus élevés que les free cash flow. De toutes les façons, vu que je prends à peu près quelque chose qui pourrait ressembler au même revenu l'année prochaine ici, donc je vais prendre les prévisions des analystes ici. Qu'est-ce qu'ils donnent par rapport au free cash flow? Le free cash flow ici estimé, donc il faut faire très attention, 8%, voilà, on était à peu près à 11%, ici, donc j'essaye de regarder où est-ce qu'on s'est situé là, 11% par là. Il y a de fortes chances qu'on revienne à la moyenne ici. Donc, j'essaie de regarder ce que je pourrais prendre, d'accord? Donc, ici, impacté notamment par la pandémie. Mais attention, quand on regarde ici les free cash flow, d'accord? On se constate que les free cash flow racontent une histoire totalement différente, donc plus élevée. On est déjà à des niveaux plus ce qu'on a obtenu ici. OK. Alors qu'en termes de net income ici, qu'est-ce qu'on observe? Net income, est-ce qu'on est revenu à peu près à ces niveaux-là? Oui, on est revenu à peu près à ces niveaux-là. Donc, les revenus sont plus élevés que ce qu'on a connu ici. Donc, attention. L'acquisition ici peut être une acquisition qui est présentement, qui impacte négativement les marges, mais de manière temporaire. Il faut faire attention par rapport à ça. Donc, si je prends des marges de 11% ici, il faut vraiment que je sois sûr que l'entreprise pourrait revenir à ce niveau de marge-là. Et voilà. Il est généralement il serait très étonnant que cette entreprise fasse une acquisition juste pour diminuer ses marges. On peut constater ici que en termes de marge ici, les marges commencent à remonter pour revenir à peu près à ce qu'on a connu ici. Donc, aux alentours des 12-11% par là. Donc, les analystes ici s'attendent à peu près à avoir combien? 2023, 11, voilà. Je vais mettre 12%, mais prenez vraiment ça avec des pincettes. Je vais mettre du 12% ici. OK? De toutes les façons, je n'ai pas pris de croissance, je vais lever la dette, donc je prends du 12% ici, OK? Mais attention, il faut qu'on double vérifie ça ici avec ce que le management pense. Pourquoi est-ce que les marges ont été impactées? Est-ce que c'est l'acquisition? Est-ce qu'on prévoit une augmentation des marges par rapport à ce qu'on a eu en 2019, 2018 par là? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc ici, 12%. En termes de nombre d'actions ici,
D'accord, je prends ça, le nombre d'actions ici. On a combien? On a à peu près 182 millions d'actions. Donc, vous constatez qu'on a une grosse variation ici, notamment grâce à cause de l'acquisition. Donc, je mets ici 182 millions ici. D'accord? 182 millions, 1, 8 et 2. D'accord? Donc, maintenant, quand on continue ici, on regarde quoi? Les PER. Donc, les PER ici, vu qu'on prend les free cash flow, est-ce que je dois justement prendre les... Non, je prends les price to free cash flow. OK? Price to free cash flow ici, vu que les free cash flow ont tendance à être, voilà, la même chose que les net income ici. Donc, on va prendre ici. Enfin, sur les dernières années, mais pas sur les trois dernières années, non, mais sur les 20 dernières années, c'était ça. Donc, on prend ici price to free cash flow, 20 dernières années, 20 fois les bénéfices. 10 dernières années, 21 fois les bénéfices, 22 fois les bénéfices. 5 dernières années, on a à peu près 22 fois les bénéfices. Ici, 3 dernières années, on a à peu près... OK, parfait. Donc, je prends ici aux alentours de... Je prends 17, 20, 22. On va le faire comme ça, d'accord? Donc, ici, je mets Waptec, Westinghouse. On valide l'information. On vient là. Parfait. Et je viens ici. J'ai 17, d'accord? 20, d'accord? Et 22, OK? Donc, ici, en termes de marge, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai à peu près 12%. 12% de 8 milliards 270 millions. 8%, 2 milliards, 8 milliards 270 millions. 12% de ce montant-là, ça donne combien? On arrive à peu près à, voilà, 992 millions, 992,4. Bon, on va mettre ici 993, de toute façon. 993 ici. D'accord? Ici, je mets 993. Parfait. Donc, à 17 fois les bénéfices, on regarde ici. Oh, j'ai oublié la dette nette. Excusez-moi. Donc, la dette nette ici, qu'est-ce qu'on obtient? Dette nette à ce niveau-ci. Toujours aller vérifier s'il n'y a pas d'obligation, etc. Alors, de pension, obligations, etc. Donc, on a à peu près 3 milliards 870. Ici, on observe qu'on a combien? 3 milliards, ouais, à peu près la même histoire. Le nombre d'actions ici, voilà, on a à peu près combien? Oui, c'est à peu près la même histoire, 181, 182. Parfait. Donc, 17 fois les bénéfices, moi, la dette nette disait pas le nombre d'actions, 71 $ l'action. 20 fois les bénéfices, 87 $ l'action. 22 fois les bénéfices, 98 $ l'action. Donc, disons 99. Donc, le marché a tendance à payer 22 fois les bénéfices sur les dernières années ici. Donc, on va se dire ici que voilà, cette compagnie-ci pourrait valoir aux alentours de 99 $ l'action par là. OK? Donc, on est correctement évalué au prix actuel. 99, 98, on est parfait. Parfait. Donc, on est correctement évalué au prix actuel. C'est-à-dire que si c'est une entreprise qui vous reversait la totalité des bénéfices nets ici en termes de dividendes, vous allez avoir un rendement de combien? Donc, je vais faire simple, j'arrondis ici. Donc, on est à peu près à un rendement de 5,55%. OK? Donc, un rendement de 5,55% ici. Donc, est-ce qu'elle distribue un dividende? Le dividende ici est de 0,61%. Vous allez me dire, mais c'est trop petit le dividende. Oui, mais techniquement, le dividende ici, ça veut dire qu'il aura tendance à croître de plus en plus dans le futur. Donc, vous constatez, si on vous donne la totalité des free cash flow ici en date de jour en termes de dividende, vous aurez un rendement très, très élevé. Donc, on constate ici que le rendement, la croissance a été phénoménale ici sur les dernières années. Donc, on va meilleur, voilà, donc la croissance a été très, très élevée ici. On a connu 200% de croissance, donc je pense qu'elle a juste initié un versement d'un gros dividende ici à partir de l'acquisition. Donc, voilà. Donc, on regarde également ici sur les... Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas payer ce dividende-là. Quand je dis gros dividende, grosse croissance par rapport au dividende, donc on a sans doute initié, enfin, pas initié, mais voilà. Je ne dirais pas initier un gros dividende ici, donc je vais juste regarder ici chez les 12 derniers mois, dividende per share. On avait déjà un dividende ici depuis très très longtemps, d'accord? Mais voilà, il n'était pas si prononcé que ça. Je pense que c'était plus sur le rachat d'actions ou bien sur la période d'investissement ici. Donc, on va constater ici une chose. Est-ce que c'est une entreprise en termes de shareholder yield? Je pense qu'on aura quelque chose de négatif parce qu'on a fait une acquisition dernièrement ici. Donc, voilà, je pense que l'entreprise garde la totalité de ses bénéfices nets ici pour générer de la croissance, d'accord, pour réinvestir totalement dans le business, ce qui n'est pas plus mal parce que ça se vérifie ici que voilà, on a cette croissance très très élevée ici. Est-ce que ça veut dire qu'elle utilise bien ces fonds-là? Ça dépend maintenant. Est-ce qu'on peut aller regarder le return to invested capital? Donc ça peut être ici le ROIC, mais j'aime bien le tangible asset. Donc je n'aime pas utiliser le return to equity ici sur d'autres entreprises parce que si on a les actifs intangibles ici, ça va me déranger énormément. Ou bien le return on asset, ça va me déranger énormément. Donc voilà, ça reste des métriques qui ne sont pas que je n'aime pas souvent utiliser sur des compagnies qui ne sont pas financières ici. Donc faites attention à ça. Donc on ne va pas le prendre ici parce que vous allez vous dire ouais, mais le return to equity est trop petit. Mais attention, ça peut prendre également en compte ici les actifs intangibles. D'accord? Si je regarde ici, grosse intangible asset, vous constatez quoi? Augmentation du gros intangible asset. Et quand les intangibles ici augmentent, qu'est-ce qu'on constate?
le return on equity diminue. Donc, faites attention au return on equity sur différentes compagnies. C'est bien de prendre le return on tangible equity, d'accord? Ou bien le return on invested capital. Donc, j'ai une façon j'ai vraiment une façon de calculer ça ici, notamment voilà, par rapport à ce que Greenblatt prend souvent, d'accord? Donc, si vous connaissez ici Greenblatt, voilà, c'est celui qui a écrit la formule magique ici. Joël Greenblatt, il a écrit un livre ici par rapport à la formule magique ici. Il a une façon de calculer le retour sur capitaux investis ici, que moi j'aime bien, que je préfère littéralement, parce que ça prend en considération le besoin en fonds de roulement, net working capital, le besoin en fonds de roulement, plus ou moins la dette, parce que le besoin en fonds de roulement peut être que positif. Donc, si le besoin en fonds de roulement est positif, donc c'est-à-dire que si on a du cash ici, on va faire moins comment on appelle ça, le property plant and equipment, donc moins les équipements ici, d'accord, les équipements tangibles ici. S'il est négatif, ça veut dire ici qu'on va faire plus. Donc, je m'explique. Je vais revenir dessus un jour. Parce que là, présentement, on est encore au niveau 1 de ce que j'aimerais réellement vous montrer à long terme par rapport à l'évaluation. Parce que je ne me limite pas juste à ça. Il y a quelques éléments que je peux encore rajouter ici pour pouvoir différencier différentes entreprises ici. Mais ça, c'est à voir plus tard. D'accord? Donc, on revient ici au niveau de l'évaluation. Donc, on peut constater ici que le dividende ici n'est pas très élevé parce que l'entreprise est encore en phase de croissance, ce qui est une bonne chose parce que ça nous permet également d'augmenter les free cash flow, les bénéfices nets par action ici. Et c'est ça qui compte. Parce que si on vous reverse cette totalité des bénéfices nets ou des free cash flow en date d'aujourd'hui, vous aurez à peu près un rendement aux alentours des 5,55%. D'accord? Ce qui n'est pas plus mal. OK? Donc, on va se dire ici que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Idéalement, oui, il y a de la croissance ici. Voilà. Donc, ça serait... Voilà. Si on prend en considération, exagérons un tout petit peu. On va un peu réagir ici, on va un peu analyser ici par exagération. On va dire ici qu'on atteint le 10 milliards en question. On garde le 12 milliards ici en termes de revenus. 1 milliard 200 ici, multiplié ici, le 10 milliards ici atteint en 2026 et 12% ici en termes de marge, multiplié par 22 fois les bénéfices, on exagère, d'accord? Multiplié par 22 fois les bénéfices, ça fait ici 2 milliards 640, moins la dette nette actuelle. La dette nette actuelle ici est aux alentours de 3 milliards combien? On est aux alentours ici de 3 milliards 900. Donc, voilà, je vais mettre 4 milliards pour faire simple. 3 milliards 900, 4 milliards, ça ne dérange pas de façon, on extrapole ici. Divisé par le nombre d'actions actuelles, on a 182 millions d'actions, divisé par 182 millions d'actions, on sera à peu près à $123 l'action. D'accord, si on exagère. Techniquement, si je prends 40% de ce montant-là, voilà, une décote de 40%, on sera à peu près à $77 l'action. Donc, idéalement, c'est une entreprise qui peut m'intéresser aux alentours des $75, $80 par là, mais au prix actuel, non, pas du tout. D'accord, mais ça reste une très belle entreprise à avoir dans n'importe quelle watchlist. Si vous avez cette entreprise-ci en portefeuille, voilà, je dirais que vous n'avez pas surpayé non plus, parce que la croissance peut être très élevée pendant très, très, très longtemps. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement, d'accord? C'est une très belle entreprise ici qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Le dividende ici, il est safe naturellement. De toutes les façons, on a 5% de potentiel alors qu'on est à moins d'1% ici. Donc, il y a une forte chance qu'on continue à augmenter ce dividende-là dans le futur. Et si on combine cela avec l'augmentation des revenus ou bien des marges, on a un home run. Voilà le genre d'entreprise que j'aime bien, d'accord? Donc, dans ce genre d'industrie ici, voilà le genre d'entreprise que je vais rechercher. D'accord, qui est assez diversifié ici, hormis le fait d'aller regarder les compagnies qui sont dans le secteur ici, le secteur ferroviaire ici, donc les transporteurs, d'accord, donc comme les Norfolk, Canadian Railways, etc. D'accord, donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on a déjà presque fait le tour ici et pour comprendre ce qu'on a que de faire ici, à peu près l'idée générale, regardez l'analyse ici sur le secteur, téléchargez également la newsletter gratuite ici, vous allez avoir accès à Waptec ici, vous pourrez lire la note en question et cette note ici, voilà, c'est une note par rapport au trimestre précédent, hein. Donc c'est-à-dire qu'on peut la mettre à jour de temps en temps, ok? Ça ne veut pas dire qu'on va le faire tout le temps parce que ça demande également du temps, ok? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.